Salut à tous, bienvenue dans Femmes de foot, la seule samba sans eau, la seule samba 100% foot féminin. Et pour cette 13e très brésilienne de F2F, nous reviendrons sur l'affaire Boulot. Qu'en est-il? Que risque-t-elle? Pour la première fois sur un plateau de télévision, son avocat répondra à la question. Ensuite, vous saurez tout sur la 13e journée de Division 1 féminine qui a eu lieu ce week-end. Enfin, le camp discute numéro 2 avec la lyonnaise Élise Boussaglia. Tous nos consultants sont là, très en forme. Nos consultants Ori Verde autour de la table. Elle, c'est la Gisèle Bunchen de F2F. Candice Prévost, la Martha d'Eurosport. Et là aussi, c'est évidemment Cécile Locatelli. Et lui, que dire, le Pelé du coaching, monsieur Patrice Lair. Et puis nos deux chroniqueurs, comme chaque semaine, Melina Boetinho et Thomas Mikichao. Ils seront là également. On va évidemment recevoir notre invitée. Elle, c'est une vraie Brésilienne. Pourtant, c'est la plus française d'entre elles. Elle a porté les couleurs de l'Olympique lyonnais et maintenant du club de Metz. Merci d'accueillir l'international Simone. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. C'est parti pour une nouvelle émission. Générique. Bonjour, c'est Caroline Segal. Je regarde Femmes de foot. Merci Caroline, on est ravis que vous regardiez Femmes de foot. C'est déjà la 13e de notre émission hebdomadaire. On est ravis d'accueillir la très charmante brésilienne Simone. Merci d'être avec nous. Votre français est presque parfait. Merci, mais je pense que les Français, c'est un peu difficile pour parler, mais j'essaie quand même. C'est super, on est ravis de vous avoir. C'est déjà, évidemment, le moment de la carte blanche. Vous connaissez le principe cette semaine. Cécile ne joue pas pour le moment, c'est trop facile. Elle a évolué avec Simone et c'est ma première question. Candice et Patrice, on va voir qui de vous deux a la bonne réponse avec l'Olympique lyonnais. Simone a marqué son premier but. Ça fait quasiment 9 ans, jour pour jour. Contre qui était-ce? Candice, pardon. Soyo. Patrice. Là, pour départager, c'est compliqué. Hein. Allez, Montpellier. Allez, PSG ou Juvisy? Juvisy. Patrice. PSG. Allez, c'est un miracle cette semaine. Regardez-la bien, cette petite carte blanche. Ah bon. La première de l'histoire. Ouais. C'est pour Patrice Lair. Merci. Incroyable. Candice, vous êtes impardonnable. Ouais, Ce super. but, c'était Ouais, le c'était 11 contre moi. décembre Tu jouais, toi, en plus, 2005. Et Candice Ouais, Prévost jouait en face à Simone. C'est peut-être la raison pour laquelle elle n'a pas J'ai la mémoire répondu sélective. correctement. Exactement, la mémoire sélective. On va regarder d'ailleurs certaines stats de Simone, si vous le voulez bien, comme chaque semaine. C'est un parcours absolument incroyable pour la Brésilienne qui, après plusieurs clubs dans son pays, est arrivée en Europe en 2004, direction le Rayo Vallecano, ensuite l'Olympique lyonnais, un retour au Brésil, puis un passage en Russie, du Brésil pour atterrir cet été du côté du Football Club de Metz. Et puis en sélection, 57 matchs avec la Super Seleção, dont une finale en 2007 à la Coupe du Monde. On en reparlera avec notre invité. Mais pour le moment, place à l'actualité. On va évoquer évidemment ce qu'on appelle déjà l'affaire Laure Boulot. Pour la première fois en plateau, son avocat va prendre la parole. Merci d'accueillir, si vous le voulez bien, Maître Alexis Gramblat. Maître, merci Bonsoir. d'être avec nous. On va évoquer évidemment la question concernant Laure Boulot, mais en prémisse, on va accueillir par téléphone Stanislas Touchot, journaliste à l'AFP. Stanislas, merci d'être avec nous. Vous êtes le journaliste qui a sorti l'information. On va patienter quelques secondes avant d'avoir Stanislas avec nous en direct. Maître, Laure Boulot est donc sous le coup d'une procédure pour avoir manqué à 3 reprises des contrôles antidopage. En quelques mots,
Qu'en est-il et que risque-t-elle? Alors effectivement, elle est sous le coup d'une procédure. Et le premier point, c'est qu'elle a effectivement commis 3 manquements à la législation sur le dopage. Mais déjà, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ça n'a rien à voir avec du dopage. Parce que les manquements dont on parle, ce sont des manquements purement administratifs, à savoir qu'elle a mal renseigné le logiciel Adams, qui permet de localiser les sportifs. Et donc, du fait de ces mauvais renseignements, elle a d'une part manqué une première fois un contrôle, c'est-à-dire qu'un préleveur s'est présenté chez elle à l'heure et au lieu qu'elle avait indiqué sur son logiciel Adams, elle n'était pas présente. Donc, premier avertissement. Deuxième avertissement qui est venu du fait qu'elle n'avait pas rempli dans les temps correctement le logiciel Adams. Donc, contrairement à ce qui a pu être écrit, elle n'a pas manqué un contrôle. Elle a mal renseigné, ou en tout cas pas dans les délais impartis. Pas dans les délais impartis. Donc ça, c'était le deuxième manquement. Et le troisième manquement, où effectivement, une nouvelle fois, elle a raté le rendez-vous, quelque part rendez-vous pris avec un préleveur, sachant qu'au moment du rendez-vous, là encore, elle avait mal renseigné, elle était en stage avec l'équipe de France en Guyane. Donc elle n'était pas en train de se cacher on ne sait où pour avoir des pratiques dopantes, elle était avec l'équipe de France, avec l'encadrement de l'équipe de France, au sein de laquelle d'ailleurs elle a subi nombre de contrôles antidopage, évidemment tous négatifs. C'est un point important, d'ailleurs, sur lequel nous reviendrons. Nous sommes en direct avec Stanislas Touchot. Stanislas, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions dans lesquelles vous avez appris cette information et la manière dont vous l'avez relayée? Oui, bonsoir. L'information, de façon assez simple, l'avocat de Laure Boulot pourra vous le confirmer. Elle a porté un recours devant le Conseil d'État, un recours en référé, c'est-à-dire c'est la procédure d'urgence pour contester le troisième no-show, le troisième manquement. Cette requête a été rejetée par le Conseil d'État et la décision est publiée et donc consultable. C'est des décisions qui sont anonymisées, donc le nom ne figurait pas sur cette décision. Voilà, après par recoupement et par renseignement, on a eu confirmation qu'il s'agissait bien de Laure Boulot, et c'est de là qu'est partie ensuite notre dépêche AFP. Maître, vous souhaitiez réagir? Non, pas particulièrement. Effectivement, c'est toujours ennuyeux lorsqu'on est au milieu d'une procédure d'avoir son nom dans les médias alors que rien n'a été décidé pour l'instant. On aurait effectivement préféré que rien ne sorte jusqu'à l'issue de la procédure. D'autant qu'encore une fois, lorsque ça sort, et dans la dépêche AFP qui est sortie, c'est sorti à la rubrique dopage. C'est pas une affaire de dopage en tant que telle. Et ça, il faut bien que les téléspectateurs le comprennent. C'est un manquement qui relève de l'administratif. Même si toutefois c'est un organisme. Je confirme, elle est effectivement pas. C'est pas une histoire de contrôle positif. Effectivement, ce sont des manquements aux obligations de localisation. Si ça apparaît à la rubrique dopage, c'est parce que la procédure est ouverte par la FLD, qui est l'Agence française de lutte contre le dopage. Et voilà. Pour le reste, effectivement, nous n'avons pas écrit que Laure Boulot était contrôlée positive ou quoi que ce soit de ce genre. Qu'en est-il, Stanislas? Que risque Laure Boulot et quelle sera la suite de la procédure? Alors, ce qu'elle risque, alors effectivement, ce ne sont pas des cas de dopage, pour autant c'est des sanctions lourdes. Ce qu'elle risque, si l'on suit le texte du Code mondial antidopage, c'est au maximum 2 ans de suspension. Dans les faits, c'est pas un cas unique, évidemment, il y a un certain nombre d'athlètes français, étrangers qui sont passés par là. Dans les faits, c'est jamais ou quasiment jamais 2 ans de suspension. La sanction la plus fréquente, c'est 1 an de suspension. C'est donc une sanction très lourde dans le cas de Laure Boulot. Si c'est ce qui intervient, ça veut dire qu'elle ratera la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'elle ne peut pas jouer pendant 1 an avec son club non plus. Donc c'est des sanctions vraiment lourdes. La décision viendra de la Fédération française de football qui a reçu le dossier.
et qui est habilité via sa commission de dopage à prendre une décision. Elle a 10 semaines pour le faire à partir de la date où elle a reçu le dossier de la FLD. Là-dessus, j'ai pas plus d'éléments sur la date précise à laquelle la décision pourrait tomber. Mais voilà, concrètement, ce qu'elle risque, c'est autour de 1 an de suspension, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Encore une fois, si la Fédé juge qu'il y a lieu à sanctionner, voilà, il y a un dossier, l'avocat de la joueuse a certainement des éléments à faire valoir, et il y a eu aussi des cas où certains athlètes n'ont pas eu de sanctions pour différentes raisons, des vices de procédure, Très bien. différentes autres choses. Ça s'est déjà vu. Merci beaucoup Stanislas de votre participation. Un mot, maître, sur ce qu'a évoqué Stanislas concernant la commission. Elle a donc a priori 10 semaines pour se réunir. Qu'en est-il ? Alors la commission s'est réunie. La commission s'est réunie la semaine dernière. Laure Boulot, évidemment, était convoquée devant cette commission, au cours de laquelle je l'ai assisté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Laure n'est pas là ce soir, c'est qu'elle ne souhaitait pas communiquer, elle ne souhaite pas communiquer elle-même dans l'attente de la décision de la commission, qui devrait intervenir d'ici 1 ou 2 jours, puisque la commission a 8 jours pour donner sa décision une fois qu'elle a organisé la réunion devant elle. Quelle a été, du coup, votre ligne de défense par rapport à son cas ? Alors la ligne de défense, c'est tout d'abord de faire valoir la bonne foi de Laure, à savoir qu'il y a un premier avertissement qui a été donné dans des conditions un peu particulières pour elle, qui relève de sa vie privée. Donc à l'époque, elle n'avait pas souhaité se défendre devant la FLD, ce qu'on peut comprendre. Et puis il y a un troisième avertissement qui est donné dans les conditions que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que oui, elle n'était pas présente chez elle, à son domicile, le jour où le préleveur s'est présenté, mais elle était avec l'encadrement de l'équipe de France, en stage d'équipe de France en Guyane, donc loin de se cacher. Et après, elle était évidemment, elle n'avait rien à se reprocher, elle ne cherchait pas à échapper à un contrôle de dopage. Tout à fait, on peut le voir via le compte Twitter de l'équipe de France, avec l'équipe de France féminine, qui était justement à Cayenne avant un match contre le Brésil de Simonet. Donc effectivement, elle était présente dans le cadre de l'équipe de France. Est-ce que par rapport à ce fait, ça peut lui permettre d'avoir un non-lieu, un vice de forme, ou ça n'est pas forcément la question ? On espère effectivement que la commission prendra ça en compte. D'autant que ce qu'on a fait valoir également, c'est qu'en réalité, si vous avez 3 avertissements dans une période de 18 mois consécutifs, c'est là que vous êtes passible de sanctions. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant cette période des 18 mois, Laure a subi, c'est ce que je disais tout à l'heure, a subi un certain nombre de contrôles, que ce soit du fait de son obligation de localisation, donc des contrôles inopinés qui ont eu lieu chez elle, des contrôles qui ont eu lieu avec son club, des contrôles qui ont eu lieu avec la Fédération française de football. Et évidemment, à chaque fois, ces contrôles n'ont rien révélé d'anormal. Donc, c'est des arguments, évidemment, qu'on a fait valoir. On a avant tout essayé de faire valoir la bonne foi de Laure Boulot. Et on a exprimé le fait que, et Laure l'a dit elle-même devant la commission, c'est que cette législation sur le dopage avec une obligation de localisation, c'est probablement la seule façon de lutter efficacement contre le dopage. Donc l'idée n'est pas de critiquer cette législation. En revanche, c'est de reconnaître qu'elle impose des contraintes assez importantes sur les sportifs. Elle est très exigeante et il faut parfois savoir l'appliquer avec un certain discernement. Et dans le cas de Laure, c'est ce que nous avons demandé à la commission. Nous espérons avoir été entendus. Et donc on attend assez sereinement la décision de la commission. C'est assez prenant par rapport aux joueuses, parce que moi je vois des joueuses l'année dernière à l'Olympique Lyonnais, pareil. On rappelle, 6 joueuses qui appartiennent à l'équipe de France sont tenues de répondre à ce logiciel informatique. Et effectivement, pour avoir discuté avec l'une d'entre elles, c'est très contraignant. C'est contraignant, et c'est vrai que c'est. On pourrait peut-être les aider dans ce cadre-là. Je pense qu'il y a des choses à revoir aussi de ce côté-là. Et on leur met une pression un petit peu supplémentaire aussi. Bon, après, il faut peut-être trouver quelque chose de mieux adapté aussi. De mieux adapté. Et puis, bon, et peut-être aussi mettre
plusieurs joueuses, pratiquement, je ne veux pas dire toutes, mais bon, peut-être mettre un peu moins disons de rendez-vous comme ça, de planifier. Pour le rappel, Voilà. ils sont obligés de justifier 1 heure par jour pour être éventuellement visités, plus l'endroit où elles se trouvent pour dormir. Alors en fait, c'est pour être précis, si vous me Allez-y, permettez. je vous permets, bien évidemment. En fait, avant le début de chaque trimestre, c'est-à-dire le 15 du mois précédent le début d'un trimestre, c'est-à-dire le 15 décembre pour le trimestre commençant le 1er janvier, ils doivent renseigner chaque jour du trimestre 1 heure où ils sont contrôlables. Entre 6h et 22h. Voilà, donc c'est-à-dire, là, le 15 décembre, ils doivent, pour tous les jours, Pour le entre le trimestre à 1er venir. janvier et le 30 mars, donner 1 heure où ils seront contrôlables. Donc en général, ce que font les sportifs, c'est qu'ils choisissent 1 heure tôt le matin, où ils sont contrôlables à leur domicile, 6 heures ou 7 heures. Et puis ensuite, ils ont la possibilité éventuellement de mettre à jour. Voilà, vous pouvez le voir, mettre, comme l'avait indiqué, Marie-Laure Delis, qui fait partie de ces 6 joueuses de l'équipe de France à être dans le même cas que Laure Boulot, être réveillée un dimanche matin à 6h30 par la FLD pour une prise de sang et un pipi, c'est fait. Et c'est vrai que c'est une pression constante. Ouais, Camille Avilly me l'avait aussi égalé, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, voilà, Louisa Nessible. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de critiquer cela parce peut-être d'accompagner les filles, les joueuses. D'accompagner. Et le PSG, d'ailleurs, dans le cas de Laure, a pris conscience de la difficulté finalement depuis qu'elle a reçu ce 3e avertissement. Et je crois que le PSG aujourd'hui accompagne les joueuses qui sont ce qu'on appelle dans le groupe cible, c'est-à-dire qui ont cette obligation de localisation. Ce que Laure avait quand même déjà depuis 3 ans. 3 ans maintenant. Ouais. Donc au bout d'un moment, on peut aussi comprendre qu'à force de remplir ces questionnaires pendant X années, oui, parfois on se trompe. Et même, ça peut paraître bizarre de se tromper 3 fois dans une période de 18 mois consécutifs. Mais honnêtement, c'est des questionnaires qui sont... c'est un formulaire qui est compliqué à remplir. Depuis que Laure a été notifiée de ce 3e manquement, évidemment, elle est encore plus stressée sur ces questions. Elle m'a demandé parfois de l'aider à remplir, de l'aider à comprendre comment elle devait remplir. Et honnêtement, c'est compliqué. La règle aurait été modifiée récemment d'ailleurs ? Oui, aujourd'hui, depuis le 3 décembre, la FLD a changé sa réglementation et ça sera applicable le 1er janvier 2015. Donc ça sera 3 manquements dans une période d'une année, ou de 12 mois consécutifs et plus de 18 mois consécutifs. Candice, vous connaissez très bien Laure. À l'époque où vous jouiez, vous n'aviez pas ce genre d'obligation. Vous portez quel regard sur l'aspect comme ça, peut-être une pression un peu constante? On avait sur des matchs ponctuellement des contrôles qui se faisaient tirage au sort par numéro de l'équipe adverse également. Donc ça arrivait ponctuellement, mais pas de cette façon-là. Et c'est certain que c'est... Quand tu joues à haut niveau, en France, je sais qu'en France c'est aussi très très rigoureux à ce niveau-là, sur cette thématique-là. Forcément, il faut s'y plier, mais comme le dit Maître, c'est que tu as aussi une difficulté de procédure et une complexité dans la prise en charge et la forme de ces contrôles qui sont vraiment compliqués pour tous les athlètes. Et ça n'est pas, leur boulot, c'est pas le cas isolé, quoi. Il y a beaucoup d'athlètes français qui se sont fait. On va revenir d'ailleurs, Candice, si vous le voulez bien, sur les cas précédents de sportifs. Jamais de footballeurs ou de footballeuses n'avaient été concernés jusqu'alors. En revanche, dans d'autres disciplines, on pense évidemment à Tamgo, l'athlète triple sauteur français, qui lui avait eu 1 mois de suspension, tout comme le cycliste sur piste Grégory Boger, 1 an, pardon, et Johan Offredo. D'autres cas sont un peu moins lourds. Johan Huget, le rugbyman, qui avait tout de même manqué la dernière Coupe du Monde. Et puis Jeannie Longo, ou encore Sébastien Turgot et Julie Coulot, qui, eux, n'avaient pas été sanctionnés. Simone, est-ce que vous avez au Brésil ce genre de système de vérification, de contrôle antidopage? Non, pas comme ici. On a certains championnats qui sont importants et tu fais les tirages au sort aussi par rapport aux numéros, comme ça après les matchs, tu vas faire l'examen et tout ça, mais pas comme ça, pas comme en France. Très bien.
Maître, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir apporté un premier éclairage sur cette affaire. Vous allez savoir rapidement la sanction annoncée ou la décision prise par la FLD et la commission de la FFF. Que peut-il se passer maintenant ? En fonction de la décision, quelle qu'elle soit, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure votre invité Stanislas, la FLD aura la possibilité soit de reconvoquer une commission donc au sein de la FLD pour prendre une sanction si la commission de la fédération n'en a pas prise, ou pour aggraver éventuellement la sanction. Et on espère encore une fois que si c'est le cas, que la FLD fera preuve de discernement. On est confiant. Et puis, le cas échéant, de toute façon, on ira au bout des recours possibles, puisque, outre la bonne foi dont a fait preuve Laure à tout moment, la procédure qui a été suivie pour ces contrôles n'a pas été régulière en tout point. Donc on fera valoir évidemment tous les arguments, parce que c'est quelque chose d'assez normal en réalité. C'est-à-dire qu'on a une législation qui est extrêmement exigeante pour les sportifs. Et donc ça doit s'accompagner de garanties importantes aussi qui sont données aux sportifs dans la façon dont les contrôles sont réalisés. Et là, il y a des choses à dire sur la procédure, donc on les dira si on doit les dire. Si la sanction arrive, ça peut être très rapide. Là. Si la sanction arrive, ça peut être très rapide. Il y a des procédures aussi qui sont possibles pour suspendre les effets d'une sanction lorsqu'il y a de bonnes raisons pour cela. Et évidemment, on les mettra en œuvre le cas échéant. Et en l'occurrence, la suspension potentielle serait décalée. Elle pourrait continuer à jouer, par exemple, avec son club ? Non, si elle était suspendue, à partir de la décision, la suspension éventuelle prendrait effet, mais on a une procédure de référé qui sera possible à ce moment-là. Et évidemment, on la mettra en œuvre, parce qu'encore une fois, on a des éléments qui sont suffisamment sérieux pour considérer que la sanction, que les effets de la sanction doivent être levés dans l'attente d'une décision finale. D'accord. Est-ce qu'il y a des exemples d'autres athlètes, d'autres sportifs français comme Laure Boulot ? Est-ce qu'on peut Janine Longo avait au final n'avait pas été sanctionnée, elle avait été entre guillemets relaxée, je ne sais pas si c'est le bon terme. Elle n'avait pas eu de sanction effectivement. Pour vice de forme. Alors oui, pour vice de forme, mais encore une fois, si je vous comprends bien, vous avez pris une première ligne de défense. Oui. Vous espérez que celle-ci sera entendue par la commission, mais vous avez éventuellement une autre défense possible, le cas échéant. Non, on a fait valoir tous nos arguments devant la commission, y compris ce que vous appelez un vice de forme. Mais en réalité, ce que vous appelez un vice de forme et ce qui, pour le téléspectateur, peut paraître être un artifice qu'on utilise... Non, c'est une justification. Mais c'est surtout une garantie pour les sportifs. C'est-à-dire qu'ils ont des obligations, mais ils ont aussi des droits. Et ces droits doivent être respectés. Et c'est une garantie importante que la procédure soit suivie correctement. Et si elle ne l'est pas, il est logique qu'on l'invoque. Malheureusement, quand on dit vice de forme, on a l'impression qu'on est coupable, mais qu'on va trouver quelque chose pour sortir, pour dissimuler, pour sortir de la loi. C'est pas le cas. Bien sûr. Non seulement Laure Boulot on va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment de question de suspicion par rapport à un éventuel cas de dopage. Exactement. Il n'y a pas de suspicion. Je dirais au moins sa troisième absence était parfaitement justifiée. Et puis, on a ce problème sur la procédure. Maître Alexis Gramblat, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On suivra bien évidemment la suite de cette affaire dans les jours à venir. On passe aux sportifs. Elle était sur le terrain du côté de Metz, Laure Boulot, ce week-end pour participer à cette rencontre de championnat entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Vous saurez tout sur cette 13e journée de Division 1 féminine. Pauline Schatz est là pour ça. Écoutez-la. Ce week-end en Ligue 1, certaines équipes masculines du haut de tableau ont eu un léger coup de mou. Du côté des filles, en revanche, les têtes d'affiche ont su rester solides, à commencer par les Parisiennes qui ont fait le show sur la pelouse de Metz. Rappelez-vous, lors de la 3e journée, Paris avait infligé un 7-0 aux Messines qui savaient donc parfaitement ce qui les attendait.
Sauf que ça n'est pas un 7-0, mais un 9-0 qui leur a été servi. L'armada de Farid Benstiti s'en est donné à cœur joie de la 25e à la 92e minute, avec notamment les doublés de Seger, Dali et Aslani. Résultat des courses, 12e victoire du PSG qui reste au contact des Lyonnaises, tandis que, sans grande surprise, les Lorraines s'éternisent dans la zone rouge. Ada Egerberg, Lotta Schelin et Eugénie Le Sommer. Depuis 5 semaines, l'infernal trio squatte le podium des meilleures buteuses de D1. Ce week-end, face à Montpellier, la Suédoise et la Française ont mis la gomme pour détrôner la Norvégienne. Doublé de Lotta, qui rejoint Ada et ses 19 réalisations. Doublé également d'Eugénie, qui n'est plus qu'à un seul petit but de ses acolytes. Ah oui, au fait, les Lyonnaises ont remporté leur match face aux Héroltaises. Les Lyonnaises restent invaincues. Les Lyonnaises restent leaders du championnat. Enfin, vous connaissez la chanson. L'issue du match entre Soyaux et Issy-les-Moulineaux était-elle bien moins évidente ce dimanche? Sur leur terre, les Charentaises ont pris les devants à la 34e minute avant de se faire rattraper au pire moment, c'est-à-dire juste avant la pause. Les Bleus reprennent l'avantage dès la reprise grâce à Siga Tandia et confirment même leur supériorité à la 72e après la frappe de Gwendoline Djebar. 3-1 pour Soyaux, mais l'écart se réduit une nouvelle fois suite à la réalisation d'Endolo et Wele pour Issy. Il reste 13 minutes à jouer, 13 longues minutes ou 13 courtes minutes, c'est selon. Mais durant ces 13 minutes, il ne se passera plus rien de notable. Victoire 3-2 donc pour Soyaux qui renoue avec le succès. La réaction devient en revanche indispensable pour Issy-les-Moulineaux. On le disait, les têtes d'affiche féminines sont restées solides ce week-end. Victoire tranquille de Juvisy face à Albi. Gaëtan Tina et compagnie conservent donc leur 3e place juste devant Guingamp qui s'offre sa première victoire à domicile contre Saint-Étienne. Enfin, Arras-Rodez a été reporté et sera donc disputé en 2015. On est de retour pour évoquer cette 13e journée de Division 1 féminine. Forcément, Simone, on a envie de savoir comment vous voyez la prestation du FC Metz. Ça avait été très compliqué contre l'Olympique lyonnais. Ça a été encore compliqué ce week-end contre le Paris Saint-Germain. Vous êtes confiante pour le possible maintien du club cette saison ou ça va vraiment être difficile? C'est difficile parce que c'est des grosses équipes. PSG et Lyon, c'est des équipes qui sont là déjà, ça fait longtemps. Metz, c'est les premières saisons qu'elles sont à la D1. C'est un peu compliqué parce qu'à le début, on ne se connaît pas par rapport à les matchs là de Lyon. C'était vraiment compliqué. Après, on avait fait des bons matchs contre Montpellier, Arras, mais peut-être ça manque un peu d'expérience par rapport à les filles. Elles viennent de la D2, sont toutes jeunes, mais c'est bien. On essaie quand même de continuer, de se maintenir là. Il y a beaucoup d'internationales étrangères qui sont arrivées là au FC Metz et pour apporter aussi un peu d'expérience. Tu as vraiment ce rôle-là de leader aussi un petit peu sur le terrain et en dehors du terrain. Tu as une expérience comme personne à l'équipe de FC Metz. Donc, quel est ton apport par rapport à ces jeunes joueuses qui t'entourent? Voilà, c'est ça, c'est d'apporter un peu l'expérience que j'avais dans la sélection et dans les autres clubs aussi. Mais on voit la différence, que c'est dur de jouer par exemple contre une équipe Lyon, qui elles sont déjà ensemble, ça fait longtemps. Et nous, là, on sommes ensemble, ça fait 4 mois, donc c'est compliqué, c'est difficile. Mais on essaye quand même de l'aider. Tu sens une progression quand même par rapport aux jeunes, tout ça? Parce que quand on regarde les résultats, bon, à un moment donné... C'est variable, c'est vrai qu'on a du mal à savoir. Il y a une bonne période, comme tu disais, résultats, Montpellier, Arras, vous avez bien réagi. Et puis d'un seul coup, vous reprenez quand même de fessées, là, 20 buts en 2 matchs. Comme elle l'a dit, c'est des matchs à part en fait. C'est un calendrier. Mais c'est de jauger un petit peu. Mais de connaître le véritable niveau de Metz, c'est difficile. Je ne sens pas qu'il y a beaucoup de progression quand même. Oui, mais il y a des progressions parce qu'on voit là, depuis le début qu'on sommes là-bas. C'était difficile parce qu'il y avait peur aussi de jouer parce que c'était une chose pour elle qui c'était toute nouvelle. Donc elle ne connaît pas, elle ne savait pas. Voilà, trop de respect. Et ça n'empêche un peu de jouer.
parce que quand on n'a pas trop peur, on peut évoluer. C'est ça qui ça passe avec. C'est passé avec Montpellier et avec des autres équipes. Parce que Montpellier aussi, vraiment, il y a une bonne équipe là. Mais je pense que c'est ça. On a un peu peur de jouer de temps en temps, mais il y a des qualités. On a progressé, plus, je pense. Je te pose la question par rapport au stade. Quand vous jouez à Saint-Symphorien, vous jouez Lyon par exemple, le match, vous jouez sur un grand terrain, une galette. Alors, Lyon là-dessus, ça part à 2000 à l'heure dans les couloirs, il y a Lara Digelman, Majorie, tout ça. Bon, il faut peut-être trouver une surface un peu plus bosselée, fermer un petit peu. C'est ça l'expérience, Patrice. Oui, d'accord, mais tu prends un coup moral. Tu prends un début de la saison, 15-0, c'est quand même affreux. Oui, mais tu vas à Lyon, t'en prends 11, exemple, tu fermes la baraque, je sais pas, c'est terrible. Tu ne penses pas, vous pensez pas? On apprend quand même, tu vois, parce que pour moi, c'était la première fois dans ma vie, dans ma carrière, surtout, de prendre 15. C'est mais tu apprends quand même, parce que là, avec les matchs de Lyon, j'étais là, c'était 1 mois et demi, donc il y avait des filles que je ne connais même pas son prénom. Donc on commence par ça. Et Lyon, si tu prends Lyon a joué dans un stade, elles sont déjà ensemble, ça fait longtemps. Elles ne besoin même pas demander les prénoms, c'est juste regarder, elle sait où le ballon elle va. Donc c'est facile, c'est trop facile, et surtout dans les stades. Mais par rapport à ça, par rapport aux stades, c'est déjà parlé avant les championnats. Mais pour l'année prochaine, on sait comme ça va marcher, ça va changer beaucoup de choses. Donc c'est juste les premières années. Mais toi, ton expérience dans les grands clubs comme à Lyon, tout ça, tu as connu les bonnes époques, tu as connu des titres, tout ça. Amener un petit peu ton expérience, un petit peu, de dire peut-être au coach, on ferme un petit peu la baraque, toi tu te places peut-être devant la défense, amener un certain système, retarder quand même l'échéance un petit peu, même si tu dois en prendre 7 ou 8. Parce que bon, c'est quoi les forces de Metz, dur, ça va être dur. Cette équipe, vous pensez que vous allez pouvoir vous maintenir grâce à un bon système défensif? Vous avez des joueuses comme Léger, qui est une bonne prometteuse attaquante. Vous pensez que dans l'absolu, c'est une équipe, et votre entraîneur, c'est une envie de jouer, d'aller vraiment vers l'avant, ou peut-être de passer dans quelque chose de beaucoup plus solide en défense? Non, à les débuts, on était juste pour s'y connaître, parce que c'était vraiment toute nouvelle. Mais là, on a une force, c'est les contre-attaques. Mais quand on n'a pas peur, ça marche comme ça. Mais quand on a un peu peur, je pense que ça bloque un peu par rapport à ça, des grosses équipes. Moi, je voudrais savoir ce qui t'a fait choisir Metz, parce que quand tu es parti de Lyon, il y avait aussi Saint-Étienne qui t'avait un petit peu approché, où ça n'avait pas marché. Pourquoi Metz? Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet de Metz? Bon, Saint-Étienne, ça n'a pas trop marché parce que c'était tout les débuts quand je suis sortie de Lyon. J'étais un peu triste par rapport à certaines choses qui s'est passées à Lyon. Moi et mon avocat, Olivier Costa, on sommes allés au Conseil Prud'homme. Donc après, je me disais, c'est trop tôt pour que je reste en France. Donc j'ai parti. Bon, j'étais en Russie, tout ça. Oui, alors ça, il faudra me dire que c'est une Brésilienne qui passe de 32 degrés à moins 32. C'était une aventure, hein. C'était juste pour l'expérience, pour connaître. C'était bien, mais peut-être c'est mieux si je reste en France, au Brésil, pas en Russie. Là, ça va. Bon. Ça, c'est fait. Ouais, ça on oublie. Voilà. On va évoquer le cas de l'Olympique Lyonnais. Vous les avez rencontrés. Hein. On sait 2 fois. Ça a été un bilan comptable assez compliqué. Vous avez joué Paris et Lyon. On va vous poser la question que tout le monde vous pose un peu à chaque fois. Vous avez l'impression que Lyon est encore en avance pour le titre de champion, ou cette équipe de Paris, elle vous a impressionné? Oui, je pense que toutes les 2 équipes là on ne peut pas parler les contraires. Mais je pense que par rapport à Lyon, ils sont déjà plus longtemps ensemble. Ils se connaissent plus. Donc je pense que Lyon peut-être est un tout petit peu en avance. Mais PSG, il est une bonne équipe. On va en venir à Lyon, si vous voulez bien. On avait évoqué avec Patrice cette possibilité d'avoir un match piégeux du côté de Montpellier. Il n'en a rien été. Non, ça a duré 10 minutes. Ça a duré 10 minutes. Ils ont eu des occasions au début de match, les échos que j'ai eus. Ils auraient pu marquer en premier, Montpellier. Puis après, le talent, Génie Le Sommer, bing, ça part. On remet une deuxième dose. Après, c'est compliqué d'arrêter la machine. Après, il y a du talent. Même s'ils ont collectivement, je ne pense pas qu'ils ont fait leur meilleur match, Lyon. Mais c'est efficace, malgré un terrain qui était bosselé. Lothar en a mis 2. Kaby, quand elle est rentrée, a marqué son but aussi.
Ouais, c'est une bonne nouvelle. Bon, ils sont dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. Maintenant, il faut rester vigilant parce que c'est long, mais ils ont quand même une ligne d'attaque assez impressionnante. Quand on voit le classement des buteuses, c'est fabuleux ce qu'ils ont mis comme but cette année. Et je pense que c'est pas fini. Le week-end prochain, il y a Juvisy, encore un test, et il y aura le Paris Saint-Germain. Bon, ils vont tout droit vers le doublé. Candice avait évoqué la bonne forme de Génie Le Sommer. Cécile, vous avez sans doute aussi apprécié la capacité qu'a en ce moment Eugénie à être au bout de beaucoup d'actions. De beaucoup d'actions, je crois qu'elle est en pleine forme. C'est une bonne nouvelle et pour l'Olympique Lyonnais, mais surtout pour l'équipe de France. Je crois que c'est une joueuse qui, cette année, prend pleinement toute la mesure aussi de ses capacités qui s'expriment. Et je crois que c'est bien. Alors après, juste une réflexion, attention, parce que Lyon prend aussi des buts. Ah oui, mais et ça veut dire qu'il y a eu une erreur défensive. On va chercher la petite bête, mais voilà, je pense que Patrice, si t'étais à la place de Gérard, t'aurais pas aimé. Et je sais que surtout un but comme ça juste à la fin, c'est jamais bon ça. Voilà. On l'avait déjà fait en plus avec Arras l'année dernière. Je sais que c'est des buts de couler à la concentration. C'est déjà plié quoi. Ouais, c'est déjà plié, mais bon, c'est déjà plié. Sauf que quand tu joues les gros matchs, après il faut toujours garder cette concentration. C'est pareil pour Gérard, on n'aime pas ça. On aime bien gagner largement. On prend un petit but, ça fout tout en l'air. C'est vrai. Bon, vraiment, on en demandait beaucoup à Lyon, mais c'est vrai que non, c'est dommageable. Un mot sur le choc du bas de classement avec Soyaux qui a finalement battu ici, qui a redressé la tête. C'était un match important. C'était peut-être l'un des matchs de la dernière chance pour le Pro but d'ici. Ouais, je crois qu'ils se sont remis un peu en ordre de match. Ça va être compliqué ici. Ici à Arras, ça va être compliqué. Ah oui. Ça va être compliqué et ça va être très compliqué. Non, de ce côté-là, je pense qu'ils ont du mal, à moins que la trêve permet de refaire peut-être une préparation qui soit mieux dans les matchs retour. Il ne faut pas non plus, parce qu'on ne sait jamais, on peut gagner 2-3 matchs de suite. Saint-Étienne l'a fait, capable de réagir et pour se retrouver dans une meilleure position pour s'en sortir, mais ça va être très compliqué quand même. Saint-Étienne, c'est peut-être une défaite encourageante. Défaite encourageante, mais défaite. Quand on est comme ça dans cette position-là, c'est toujours un petit peu gênant, contrairement à Guingamp qui gagne un match important, qui se replace très très, très bien. Mais bon, Saint-Étienne va se renforcer. Bon, j'ai eu des bruits comme quoi Sabrina Viguier aurait donné son accord. Je pense que derrière, ça va leur faire du bien au niveau de l'expérience, c'est une bonne chose. Moi, j'ai fait venir à Lyon. Dans le placement. Elle manque de personnalité, d'expérience. Il faut quand même quelqu'un qui prendre la bouteille, quoi. Elle a 34 ans, il faut quand même quelqu'un qui va vite quand même à côté, parce que sa vie. On ne peut pas tout avoir, mon cher Patrice. Mais ça peut être une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Bon, un peu surpris qu'elle va à Saint-Étienne quand même, parce que quand on était à Lyon. On ne prend pas trop cette direction-là. C'est pour ça que Simonet n'a pas pu aller à Saint-Étienne non plus. Simonet, juste un sentiment sur le niveau de la D1. Vous l'avez connu avec Lyon il y a quelques années. Vous trouvez qu'il a évolué, qu'il a progressé ou qu'il a peut-être un peu baissé? Quel regard vous avez? Non, je pense qu'il a beaucoup évolué. Beaucoup. Parce que j'étais là à le début, 2005. Et aujourd'hui, je suis revenue et vraiment, ça a changé beaucoup. On va regarder, si vous le voulez bien, le planning, le programme de la prochaine journée de Division 1 féminine, la 14e journée, la dernière de cette année 2014, avec deux gros morceaux. Samedi 20 décembre prochain, le Paris Saint-Germain qui accueillera Montpellier, et puis Lyon face à Juvisy. C'est évidemment l'affiche en direct sur Eurosport proposé à nos abonnés, avec un direct qui sera pour une journée très spéciale sur Eurosport, du football de tous les horizons, la finale du championnat indien et puis la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et au milieu, cette affiche du côté de Gerland entre l'Olympique Lyonnais et le club de Juvisy. On le dit un petit peu chaque fois, c'est à nouveau un tournant possible dans ce championnat où Lyon se rapprochera d'un nouveau titre, où Juvisy se mettra dans la possibilité de relancer le championnat. Ouais, Juvisy fait pas trop de bruit, ça marche assez bien, elles sont vraiment efficaces, donc
Mais bon, à Gerland. Mais bon, à Gerland, effectivement, c'est compliqué. Mais bon, ils nous ont embêtés déjà dans le passé. Mais bon, ils font pas trop de bruit en ce moment et je trouve qu'elles sont assez efficaces. Il y a ce 7e succès d'affilée pour Juvisy, donc elles se mettent dans des bonnes conditions pour arriver à Gerland et pouvoir embêter Lyon. Maintenant, on sait qu'à Lyon, à Gerland, Lyon est aussi intraitable. Avec le retour de Camille Abili, je pense que voilà, ce sera encore compliqué pour Juvisy, mais je pense que Juvisy a les moyens, en tout cas, d'embêter Lyon. Non, puis il y a un match important pour oui. Simone. Aussi, ouais. Saint-Étienne aussi. Ça, tu vas à Saint-Étienne, là il faut prendre des points, là faut fermer les portes. Là. Allez, sans tongue, mais avec une plume aussi, elle poursuit son carnaval. C'est évidemment Mélina Boetti. Elle adresse sa lettre à notre invité. C'est signé La Boetti. Chère Simone, comme tout Brésilien qui se respecte, votre maison, c'est la Seleção, vice-championne du monde en 2007. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, votre club, c'est le monde. 4 pays, 9 villes, 9 clubs, en moins de 15 ans de carrière. Vous êtes une footballeuse itinérante, d'où l'expression « en voiture, Simone ». De la catégorie globetrotter locale d'abord, avec l'arrêt apprentissage. Des débuts au Brésil, 3 formations pour accompagner vos premiers pas, dont Santos, celle d'un certain Pelé. Toujours la sélection comme pierre angulaire, vous êtes déjà remuante, mais faites du surplace. De la catégorie globetrotter ambitieux ensuite, avec l'arrêt palmarès. À Lyon, vous ne vous y arrêtez pas pour rien, en tout cas pas pour acheter du terrain, mais pour conquérir des titres en le parcourant à coups de grandes enjambées. 5 ans sur les bords du Rhône avant de retrouver à nouveau le Brésil, le coffre plein, 4 championnats de France, un challenge de France et une finale de Ligue des Champions. De la catégorie globetrotter nostalgique, avec cette fois l'arrêt second souffle. Malgré un petit détour en Russie parce que c'est joli, repu, vous rentrez au pays, vous ressourcez. De la catégorie globetrotter tenace, avec enfin l'arrêt dernier défi, du Brésil à la Moselle, un transfert de prestige, mission, maintenir Metz en D1. Cette saison, vous êtes une des joueuses du championnat à suivre. Avouez qu'avec un tel parcours, on a besoin d'accrocher nos ceintures. Footballeuse itinérante, F2F, pour l'arrêt plaisir. Et c'est parce que le football rythme votre tour du monde que vous êtes là ce soir. Pour travestir Étienne de la Boétie, soyez résolus à ne pas rester en place et vous voilà libre. Simone, globe-trotteuse, footballeuse du monde. Votre carrière, c'est aussi ça, c'est la curiosité d'aller voir comment le football peut vous emmener dans des expériences différentes un peu partout. Bah, bien sûr, mais surtout, je viens là sur les vidéos, c'est bien que le temps il est passé, hein, parce qu'il y a des photos qui sont mondiaux. Hein. Mais c'est vrai, j'aime bien connaître des nouveaux pays, de la culture, la langue. Ça, c'est une chose que je garde pour moi et pour ma famille aussi. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire aller où? Championnat allemand, aux États-Unis? Est-ce que... Franchement, pour la longue carrière encore. Voilà, pour une globe-trotteuse. Pour Tu finir, t'es pas allé. Non, pas fini, on continue. Non, mais là, je suis content. Franchement, j'ai déjà joué beaucoup, j'ai déjà passé pour beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, beaucoup de championnats. Là, je pense que c'est juste continuer, n'importe quel club. Là, je suis content à Metz aussi, mais je ne sais pas pour l'année prochaine, je ne sais pas comment les choses ça va marcher, mais c'est juste pour continuer à jouer. Ça, c'est la passion, c'est le foot. Eh bien, on est dedans dans le moment du face-à-femme. On va s'intéresser évidemment à Simonet, à la joueuse, mais aussi à la personne. C'est le face-à-femme. Alors Cécile, vous avez eu la chance de la voir arriver sur la pointe des pieds du côté de Lyon. Oui. Quelle impression elle vous a fait à l'époque? Elle est arrivée en même temps que Shirley Cruz. Et j'avoue que de Simone, je garde beaucoup de bons souvenirs parce que de la gentillesse, la générosité, une joueuse qui nous a énormément apporté sur le plan athlétique, de la rigueur dans le travail. Mais voilà, la gentillesse, quoi. Et puis le plaisir d'aider les autres, une très très bonne partenaire, une très très bonne camarade de jeu.
Donc voilà, un beau parcours et une belle personne, des belles rencontres. Donc ça me fait plaisir d'être sur ce plateau avec toi, franchement, parce que c'est des beaux souvenirs. Patrice, vous avez pas forcément eu cette petite touche brésilienne qui avait connu l'Olympique lyonnais à l'époque, mais on sait que c'est souvent effectivement une espèce de chaleur, c'est la gaieté brésilienne, ça fait partie aussi de la magie du foot brésilien. Les joueuses, c'est brésilienne. Rosana est arrivée aussi après. Hein, ça donne un petit peu de folklore, un petit peu de vie, une technique, des choses, des gestes à l'entraînement qu'on voit pas forcément tout le temps. Et c'est vrai, ça donne un petit peu de folie. Et dans le jeu aussi, et puis bon, naturellement, il y a des joueuses comme toi qui sont au milieu de terrain, qui sont plus disponibles, qui travaillent plus. Mais il y a toujours ce côté magique du football brésilien. C'est vrai, quand on parle du Brésil, moi c'est 70, c'est Pelé, c'est des grands moments, c'est le grand football. Mais moi, c'est par rapport à Lyon. J'ai pris ton appartement après, je suis allé un petit peu à l'hôtel. Je sais ça. J'ai pris ton appartement. Tu as bien rangé. Oui, tu as bien profité de la piscine là en haut. Au mois de mai, j'étais bien. Après j'y allais. Mais bon, j'ai gardé une lampe que tu as dû avoir, qui était c'était assez génial. Tous les soirs, je la mettais, une lampe halogène. Je faisais mes équipes. Puis bon, j'ai eu la chance quand même de gagner une Ligue des Champions. C'est une relique alors. C'est une relique parce que je l'ai ramenée chez moi. Je me suis dit, peut-être avec cette lampe-là, c'est peut-être la lumière. C'est peut-être quelque chose d'important. J'en ai gagné une deuxième. Que tu donnais de bonnes chances. Il y avait le génie dans la lampe. Et la deuxième, impeccable, c'est bien passé. Malheur, la troisième année chez moi. L'ampoule a grillé. On a l'explication. Battu en Ligue des Champions. Ça y est, c'était donc ça. Maintenant, vous savez pourquoi. Il faudrait venir changer l'ampoule. Bien sûr, Simone, mais on verra, on va la changer bientôt. Simone, plus sérieusement, vous avez disputé avec l'Olympique lyonnais cette fameuse finale perdue à Retafe au penalty. Vous aviez marqué votre penalty. Est-ce que c'est votre meilleur ou votre plus mauvais souvenir de votre carrière en club? Non, j'essaie de regarder toutes les choses pour les bons côtés. On peut apprendre et pour être deuxième, c'est pas toute l'équipe. Donc j'ai gardé des bons souvenirs. Il n'y a pas de mauvais là. Un mot sur vous et votre profil de jeu. Alors on vous voit parfois considéré comme une milieu de terrain, parfois une défenseur, parfois dans l'axe, parfois sur un côté. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Moi, je préfère jouer. Et ça, c'est important. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce que vient de dire Simone, parce que elle a dit qu'elle préférait jouer et se mettre au service de l'équipe. Voilà, ça incarne Simone. C'est bien, ça, c'est bien. Moi, je voulais te parler un peu de la sélection. Par rapport à tes sélections, par rapport à tes trophées, à ton palmarès, parce qu'une médaille d'argent au JO et une place de finaliste aussi à la Coupe du Monde. Pas loin, c'est à chaque fois pas loin. Est-ce que quelles sont tes ambitions pour la Coupe du Monde qui va arriver au Canada, par rapport aussi au groupe que tu as pu suivre sur Eurosport, bien sûr. Évidemment. Non, voilà, on va vous le remontrer, d'ailleurs, vous pouvez répondre, Simone, mais on va remontrer le groupe de la Coupe du Monde du Brésil avec l'Espagne, la Corée du Sud et le Costa Rica de Shirley Cruz, votre copine avec qui vous avez discuté encore hier face au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe et répondez à la question de Candice. Je pense que c'était pas un groupe... comme on dit là, les groupes de la morte. C'est pas ça, donc ça va, on pourrait espérer un peu, mais je pense que pour la Coupe du Monde, ça va être pas facile. Hein. Toute l'équipe qui vont être là, ça va être vraiment compliqué. Tout le monde a envie de passer, d'être à la finale, n'importe comment. On peut voir là la Coupe du Monde et les garçons, et à Costa Rica, et les États-Unis, donc tu vois tout le temps des surprises. Ouais, mais là, tes coéquipières ont fait un gros travail, un gros match hier. Là, je ne sais pas si tu as regardé un peu les buts. On va bien évidemment vous les montrer tout en écoutant Simonet. Regardez le festival Martha. On va pouvoir en reparler d'ailleurs avec ce très cher Patrice Lair, l'équipe des États-Unis dans le cadre de ce tournoi de Brasilia qui avait pris assez rapidement l'avantage avec des buts de Carly Lloyd et de Megan
Rapinoe, vous vous souvenez, la joueuse de l'Olympique lyonnais, qui a offert un joli but, mais ça n'a pas suffi pour les Américaines qui vont subir le phénomène Marta. Voici le premier but de la joueuse de Rosengard en première mi-temps. Et puis ce deuxième but, ça va faire plaisir à tout le monde et à Simone la première, un festival Marta. On a presque l'impression de revoir la Marta de 2007 quand c'est comme ça, non ? Oui, je pense aussi elle était en forme en 2007. Hein. Elle a marqué un but. Et puis le troisième but de la victoire pour les Brésiliennes. Quand Marta va, tout va pour le Brésil, ou est-ce qu'on peut parler de dépendance de Marta, ou est-ce qu'elle a un rôle comme ça de leader? Quel regard vous portez sur cette sélection que vous avez retrouvée, hein, on le rappelle récemment avec ce match amical contre l'équipe de France, la victoire des Bleus du côté de Gerland 2-0. Vous me disiez en cabine que au maquillage que c'était une équipe assez jeune qui était venue en France et que là, face aux États-Unis, on a vu la vraie équipe du Brésil. Voilà, c'est ça. C'est différent. On doit penser que Marta, c'est une joueuse spectaculaire. Mais derrière elle, il y a toutes les autres filles dans son vrai poste. Marta, elle dépend des autres filles pour être bonne, pour très bien jouer. Mais c'est vrai que quand Marta, elle est en forme, je pense que voilà, c'est un plus, c'est beaucoup de plus et tout va bien et tout le monde est content et c'est super. Hein. Marta qui aura peut-être un 6e ballon d'or. Ça fera plaisir évidemment à Patrice Lair qui nous l'avait grandement défendu il y a quelques semaines de cela. Non, mais je viens d'avoir la réponse. Le Brésil est venu avec l'équipe B en France. Bon. Maintenant, on verra contre l'équipe A, qu'est-ce que ça donnera. Mais bon, c'est votre carte blanche, Patrice, ou... Non, carte blanche. Ah, il la garde, voilà, il la garde. On la garde un petit peu. Non, mais en attendant, il faudra le faire sur la Coupe du Monde. Si elle peut le faire sur la Coupe du Monde, ça sera bien pour. Oui. Mais bon, on n'est pas très bon. C'est un match tous les 3 jours. C'est pas pareil. Voilà, la Coupe du Monde, une joueuse devrait la jouer. C'est Élise Boussaglia. Quand 10 plus 1 égale 2, c'est l'addition qu'en discute. Ça va, Élise? Bah oui, ça va. Bon, ça fait plaisir de te voir bientôt à la télévision. Ouais, si tu le dis. Je vais revenir un peu sur ta carrière de footballeuse et je sais que tu as fait un petit tour de France. Dans tous les clubs que tu as pu faire. Tu vas me caractériser chacun de tes passages dans les clubs. Un mot sur, par exemple, ton passage à Saint-Mémy. Ça va être assez difficile, je pense, mais... Un mot, hein. Un mot, c'est pas facile. T'as vu? Découverte. On a retenu. Découverte, alors. Ouais. Clairefontaine. Clairefontaine, l'apprentissage. Ouais. Juvisy. Juvisy, ouais, je me suis plus affirmée, on va dire. Montpellier, ça a été le début pour moi du professionnalisme. Montpellier, Paris Saint-Germain, donc là, voilà, on est remonté. T'es remonté? Ouais. Je dis on est remonté, mais parce que finalement j'étais là. Oui, t'étais là. Tu faisais partie de l'équipe. Non, ouais. Paris, ça a été une très belle expérience parce que. Donc un mot alors pour Paris? Ouais, synthétique. Ne me dis pas synthétique. Hein. Un mot. Tu me diras. Non, franchement, je dirais l'épanouissement. L'Olympique Lyonnais. Et là, l'OL, c'est un cap au-dessus. Donc après, je suis arrivée dans une équipe où, il n'y a qu'un mot qui compte, c'est la gagne. En bleu. Première sélection, c'était quand? 2003. Bien, le combien? Je sais pas, en novembre peut-être. 15 novembre, bien joué. C'était contre? Je t'avais dit, je t'avais prévenu. Bien. Ça va. Bon, tu te souviens un peu de ce match-là ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Non, je me souviens pas. Bon, je sais que c'est en 2003 un problème de mémoire. Ouais, j'ai un problème de mémoire. Pour dire la vérité, des fois, je demande même le score à mes partenaires pendant le match. C'est pas vrai. Si, ça m'arrive, bien sûr. Je peux faire une minute encore? 3-4 questions. Ouais, ça marche. Punaise, on est mal.
Moi, je vais te faire 5 petites questions sur l'équipe de France. Ton plus beau but? L'Angleterre. Ouais. D'accord. Donc le plus important, l'Angleterre. Le meilleur moment en bleu? Encore l'Angleterre parce qu'on se qualifie pour les JO. Voilà, c'était énorme. C'est vrai que c'était assez énorme. Le pire? Le pire moment, le penalty raté contre le Japon, parce que pour moi, si je le marque, on va chercher la médaille. Donc. Tu me fais un peu de violon là, avant de finir ou pas? Non, ça c'est privé. Comment tu fais? Comment je fais? J'apprends difficilement quand j'ai le temps, à la maison et en cours, mais non, c'est génial, c'est une passion nouvelle, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire juste en passant. Après, je suis pas comme toi, je vais pas être une artiste, mais non, j'apprends petit à petit, c'est sympa. Et la cuisine, non, tu t'es améliorée dans le... Ça va mieux. Pour faire réchauffer les pizzas? Ça va beaucoup mieux. Au-delà de les faire réchauffer, je peux les faire maintenant, donc ça va mieux. C'est mieux. Non, c'est un peu mieux quand même. Mais bon, en même temps, on progresse. Hein. C'est bien, marmiton. Marmiton, ouais. Merci qu'on discute. Ça fait plaisir d'entendre Élise Boussaglia, parce que c'est pas facile de la voir dans les médias. Elle est très demandée pourtant, mais non, c'est vrai qu'elle, c'est mon petit sanglier, hein, elle est sauvage, elle aime bien être tranquille, ne pas forcément parler, parce qu'elle sait que si elle va parler, ça va faire mal. Aïe. Donc, donc ça va que je connais un petit peu le phénomène. En tout cas, ça nous a fait plaisir d'en savoir un petit peu plus sur la Lyonnaise Élise Boussaglia. Mais je rêve. C'est le carton blanc, il est brandi par le phénoménal Patrice Lair. Patrice, vous avez 30 secondes, ça va faire plaisir à Erwan. Une note de Patrice Lair. Géloën. Regardez les notes de Patrice Lair. Vous aurez tout compris sur le schéma tactique. Patrice, on vous écoute. Merci. Et moi, c'est un petit coup de gueule, pour changer un petit peu. C'est par rapport à leur boulot. Dans la semaine, bon, je suis pas un fan des réseaux sociaux, mais j'ai regardé un petit peu et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé beaucoup tout ce qu'on a pu dire sur elle. Bon, je vous dis franchement, c'est une bonne joueuse, qui est féminine, qui est médiatique, qui fait beaucoup de choses, mais qui nous apporte beaucoup dans le football féminin. Et de la voir un petit peu entachée comme ça, qu'on la critique, ça me fait un petit peu mal pour le football féminin français. On a besoin d'elle avec le Paris Saint-Germain, on a besoin de son talent, avec l'équipe de France aussi, on a besoin de toutes les joueuses. On a besoin de tout pour ce football. Et je souhaite qu'une seule chose, qu'elle participe à la Coupe d'Europe, qu'elle ne soit pas suspendue et qu'on ait tout le monde. Olá pessoal, eu sou a Marta, jogadora de futebol da seleção e assisto o Femme do Foot. Obrigado Marta, obrigado et bravo pour les 3 buts hier, c'était pas mal du tout. On est de retour pour la 2e période de Femmes de Foot. On a toujours avec nous Simone, la brésilienne. Merci d'être avec nous, nos fabuleux consultants et notre intenable Thomas Mekich. Ça va Thomas? Je me sens puissant là. Tu te sens puissant? Ah mais grave. Et après ton jingle à toi personnalisé, l'instantané, l'instant taré? L'instant T. Ah, l'instant T. C'est vrai qu'on est bien, on est très très bien à côté de toi. Hein. Ouais, oui. Plutôt pas mal. Ça fait plaisir. J'ai entendu la petite anecdote, Patrice, c'était sympa sur l'appartement de Simonet à Lyon que vous avez récupéré, la petite ampoule qui vous portait chance. Alors sachez que j'ai récupéré l'appartement de Patrice une fois qu'il est parti. J'ai changé l'ampoule. J'attends toujours qu'il se passe quelque chose. Voilà. En revanche, par contre, j'ai ramené votre pacemaker que vous aviez laissé traîner. Ok, pas de souci. Vous l'avez à disposition. C'est un homme de cœur. Vous nous avez montré des belles images. Trop le cœur. Vous nous avez montré des belles images tout à l'heure de la coupe qui se joue à Brasilia en ce moment. T'en as d'autres à nous montrer? Bien entendu. Plus un tour dans mon sac. Regardez, c'était Brésil-USA que vous nous avez montré tout à l'heure. Eh bien, je vous propose de regarder les images entre l'Argentine et la Chine. Victoire tranquille pour les Chinoises qui s'imposent 6-0. Devinez quoi? Je vais essayer de vous prononcer les noms. Zhang Rui qui a marqué et un but de Wang Shuang. Voilà, bon, il y a eu 6 buts en tout, les autres... Ça fait que 2, ça. Hein. Oui, c'était un petit peu trop compliqué. Non, parce qu'elle a mis un triplé, Wang Chang. Bing, voilà, fallait pas me chercher. Prochain adversaire de la Chine, le Brésil, ce sera mercredi. Et en Allemagne, non? T'as pas vu des trucs? Si, il y avait des choses intéressantes. En Allemagne, je vous ai choisi le gros match du week-end. J'aime bien quand vous me parlez comme ça. Il opposait le Turbine Potsdam à Essen et les joueuses du Turbine ont tenu leur rang en s'imposant 3-1 avec des buts de Keme Anyonma
et Bremer. C'est pourtant Essen qui menait 1-0 avec une réalisation de Gideon de la 4e minute. Potsdam est combien en classement, mon cher Romain? 3e. Incollable, ça m'énerve. Et sont bien 3e. Wolfsburg s'est imposé 3-0 face à Hoffenheim. Toujours leader devant le Bayern Munich. Bien joué. C'est pas comme si je lui donnais les réponses en plus. Non, pas du tout. Stéphanie Roche retenue parmi les 3 plus beaux buts de l'année. Ouais. Mais il y en a peut-être un qui pourra postuler pour l'année prochaine. Oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle... Katrina Gori, bien joué Romain. Exactement, c'est ça, Katrina Gori, c'est en Australie. Regardez ce but, savourez. Simonet, vous en avez déjà mis des comme ça? 35 mètres. Bing. Elle aurait pu, hein. Elle avait une bonne frappe. C'est déjà passé, mais ça C'est vrai fait un peu de temps. Super but, c'est dans le championnat d'Australie, elle s'appelle Katrina Gori, on l'a dit. Elle a récemment été élue meilleure joueuse d'Asie. C'était la 17e journée en Australie. Son équipe, c'est Brisbane. Elles l'ont emporté 2-1 face à Canberra. 35 mètres la frappe. Romain, vous 3,50 m, elle 35 mètres. Chapeau. Merci Thomas, tu fais de vraiment rien, plaisir, Romain. hein, comme toujours. Tu reviens pas quand tu veux. Hein Si, on a... Si. Tu as parlé des best-of ou pas pendant les fêtes? Mais je te laisse le faire. Et ben voilà. Tu sais tout faire. Bon. On sera pas là pendant les fêtes. Enfin, ils ne seront pas là. Je les ai autorisés à prendre quelques vacances, mais vous pourrez bien entendu nous retrouver. Non, moi je serai là sans foie gras, non, avec mon verre d'eau et mon bout de pain comme d'hab. Et les best-of. Avec Candice, avec Patrice, avec Cécile. Non, pas de dinde. Bah non, t'es pas là, on a dit. Et bim, c'est sympa. Allez, le 20 décembre, hein, le 20 décembre, c'est juste avant Noël, mais c'est déjà Noël sur Eurosport. On aura une magnifique journée football à vous présenter avec 3 matchs en direct. Dès 14h30, la finale de l'Indian Super League, 16h45. On l'a évoqué tout à l'heure, la D1 féminine avec ce choc entre Lyon et l'Olympique Lyonnais et Juvisy, suivi d'un femme de foot, ici même en direct, avec le phénoménal Patrice Lair et la charmante Candice Prévost. Et puis ensuite, la finale de la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Merci une fois encore, Simone. C'est presque pareil quand vous aurez le ballon d'or. Merci Simone d'avoir été avec nous. On a été ravis. Bravo pour votre français. Merci à tous les autres artistes, hein, évidemment. Cécile Locatelli, Candice Prévost, Patrice Lair. Merci à Erwan Geloen. Merci à Thomas quand même, Mekish, Mélina Boetti. Et puis à notre réalisateur Jeff Biotois et toutes ses équipes techniques. Merci à tous. On se donne rendez-vous samedi parce que quelque part... Eh oui. On le sait. Vous êtes déjà tous des Martha. On est tous des Martha. Des Martha.